Alors, la dernière fois, on a pu tracer la fonction cosinus sur l'intervalle 0pi. Donc maintenant, on va regarder un intervalle un petit peu plus grand. On va aussi regarder ce qui se passe sur l'intervalle moins pi 0. Donc là, même chose que la dernière fois, j'ai mon point, je le place à moins pi, je vais le faire déplacer jusqu'à 0. Donc ce qu'on peut conjecturer, c'est qu'en déplaçant ce point, le cosinus, cette fois-ci, va augmenter. Et puis, va passer d'abord de négatif et va passer en ce point à positif, donc au niveau de pi sur 2. Et donc, on va voir maintenant ce qui se passe pour la fonction cosinus quand on la trace, le graphe de la fonction cosinus. Donc, une fonction qui est bien croissante, négative, et puis en moins pi sur 2, elle devient positive, toujours en étant croissante, et ce jusqu'à 0. Et donc, ce qu'on peut observer, c'est que la courbe de la fonction cosinus, là, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Hein. Si on imagine que je plie ma feuille le long de l'axe des ordonnées, vous obtenez une courbe qui est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et puis, on a vu maintenant ce qui se passe sur tout un tour de cercle, donc de moins pi jusqu'à pi. Maintenant, il faut bien se dire qu'un point, je peux le faire tourner autant de fois que je veux autour du cercle. Et donc, clairement, si je refais un tour, il va se passer exactement la même chose pour ma fonction. Donc, c'est ce qu'on peut continuer à faire. Hein. Donc là, je vais tracer ma fonction cosinus, cette fois-ci, sur l'intervalle pi 3pi. Et donc, clairement, je vais observer quelque chose qui est la translation, en fait, le déplacement exact de cette courbe ici. Et puis évidemment, ce que j'ai pu faire sur l'intervalle pi 3pi, je peux le faire sur l'intervalle moins 3pi pi. La courbe va également se répéter à gauche, ainsi de suite, et indéfiniment, hein, on peut aller au-delà même de 3pi, ça va se répéter. Donc, une courbe comme ça qui est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, c'est ce qu'on appelle une fonction paire. Et puis une fonction qui va se répéter comme ça sur un intervalle, c'est ce qu'on appelle une fonction périodique. Et la fonction cosinus, elle est périodique de période 2pi parce qu'elle va se répéter sur des intervalles qui ont pour longueur 2pi. Moins pi, pi, c'est un intervalle de longueur 2pi, pi, 3pi aussi, etc. Donc maintenant, même chose pour la fonction sinus. Je vais regarder ce qui se passe sur l'intervalle moins pi 0. Donc effectivement, là, ce qu'on va pouvoir observer quand on va faire passer notre point M sur cet intervalle-là, c'est que la fonction sinus, je vais regarder son ordonnée, il va d'abord décroître, recroître sur le deuxième intervalle, mais en tout cas en restant toujours avec une ordonnée négative. Donc ce que ça donne pour la représentation graphique de la fonction sinus sur moins pi 0, eh bien voilà, on le voit apparaître. Donc une fonction décroissante jusqu'à moins pi sur 2, croissante après, et par contre qui reste négative. Donc là, on observe une fonction là aussi qui est symétrique, mais une symétrie un peu différente, c'est une symétrie par rapport à l'origine du repère. Vous voyez que si on fait pivoter le bout de courbe qui est sur 0 pi, on le fait pivoter, on arrive à superposer au bout de courbe qui est sur moins pi 0. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une fonction impair. Et puis, de la même façon pour la fonction cosinus, si je décide de continuer mes tours de cercle, eh bien évidemment, il va se passer exactement la même chose. Donc de la même façon, votre fonction sinus va se répéter à droite comme à gauche sur des intervalles de longueur 2pi. Donc la fonction sinus, elle aussi, est 2pi périodique. Alors, on avait déjà vu les courbes des fonctions cosinus et sinus sur l'intervalle 0pi. On va maintenant les compléter en parlant de parité et de périodicité des courbes représentatives des fonctions cosinus et sinus. Donc, ce qu'on sait déjà depuis l'année dernière, c'est que pour tout réel x, cosinus de moins x est égal à cosinus x. Une fonction qui a cette propriété, c'est-à-dire dont l'image de moins x est égale à l'image de x, c'est ce qu'on appelle une fonction paire. Et quelle propriété sa courbe a alors? Elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. La fonction sinus, elle, on sait aussi que sinus de moins x est égal à moins sinus x.
Une fonction dont l'image de moins x est égale à moins l'image de x, c'est ce qu'on appelle une fonction impaire. Et ça se traduit graphiquement par une symétrie de la courbe sinus, cette fois-ci par rapport à l'origine du repère. Il faut imaginer qu'on fait faire un demi-tour à notre courbe, autour de l'origine du repère. Alors ça, c'était pour la parité. Maintenant, on a aussi vu que nos fonctions sinus et cosinus, elles se répètent. C'est-à-dire que là, on a réussi à avoir une représentation des courbes des fonctions cosinus et sinus sur l'intervalle moins pi, pi, dans les deux cas. Maintenant, on va pouvoir compléter sur R tout entier par périodicité. Donc, même chose, hein, c'est une propriété que vous avez déjà vue l'année dernière. Donc, on sait que cosinus de x plus 2pi est égal à cosinus x. Sinus x plus 2pi, c'est la même chose, c'est égal à sinus x. Hein. Vous vous souvenez, 2pi, c'est un tour de cercle. Donc, tous les réels qui vont être placés au même endroit sur le cercle, à un ou plusieurs tours de cercle près, vont avoir le même cosinus et le même sinus. Et donc du coup, ça veut dire que sur une période de longueur, sur un intervalle de longueur de pi, bah, vos fonctions cosinus et sinus vont se répéter. Donc la fonction cosinus qui avait cette allure-là sur un intervalle, sur l'intervalle moins pi, pi, donc sur cette période-là, eh bien, ensuite, je vais obtenir le reste de sa courbe en translatant ce bout de courbe à l'infini, à gauche comme à droite. Et donc, ça, c'est pour la fonction cosinus, mais j'ai exactement la même chose pour la fonction sinus. On a vu sa courbe représentative de moins pi à pi, c'est ce bout de courbe-là. Et comment j'obtiens le reste de sa courbe? Je l'obtiens en translatant ce bout de courbe à l'infini, à gauche et à droite. On dit que les fonctions cosinus et sinus sont périodiques de période 2π ou 2π périodiques. Alors encore une fois, on va terminer par un exemple. Donc on a représenté ci-dessous la fonction f définie sur R par f de x égale sinus carré de x plus cos de 2x. Donc voilà sa courbe représentative. Dans un premier temps, on vous demande de conjecturer la parité et la période de f. Donc, parité, là, il va vraiment falloir regarder la symétrie de la courbe. Donc là, on peut observer que cette courbe, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Ça, c'est exactement la définition d'une fonction qui est paire, comme la fonction cosinus. Ensuite, sa période. Bah, si vous regardez, le bout de courbe qui se répète, on peut observer qu'il se répète, on peut par exemple regarder ce bout de courbe-là. Voilà, ce bout de courbe-là, vous voyez qu'il se répète à l'infini. Et c'est un bout de courbe qui se répète tous les intervalles de longueur, par exemple comme celui-ci, de 0 à pi, donc de longueur pi. Donc ce qu'on peut dire, c'est donc que notre fonction f semble paire et de période pi. Alors maintenant, il faut démontrer ces conjectures par le calcul. Donc pour montrer qu'une fonction est paire, ce qu'il faut montrer, c'est que l'image de moins x est égale à l'image de x. Donc on va calculer l'image de moins x, c'est-à-dire si je remplace dans l'expression de la fonction f, il faut calculer sinus carré de moins x plus cosinus de 2 fois moins x. Donc on va calculer ça, mais on sait que sinus carré de moins x, sinus de moins x, c'est la même chose que moins sinus x. Donc écrire sinus carré de moins x, c'est la même chose que d'écrire moins sinus x, le tout au carré. Même chose quand on écrit cosinus de 2 fois moins x, c'est-à-dire cosinus de moins 2x. Eh bien, on sait que c'est la même chose que cosinus de 2x. Et enfin, vous avez moins sinus x au carré. Le carré d'un nombre et de son opposé sont les mêmes. Donc écrire le carré de moins sinus x ou écrire le carré de sinus x, c'est la même chose. Donc on retrouve bien ici l'expression de f, et donc on a bien montré que f de moins x était égal à f de x. Donc f est bien une fonction paire. Donc f est paire. Et maintenant, pour montrer que f est de période pi, il va falloir montrer que f de x plus la période, donc f de x plus pi, est égal à f de x. Donc là, f de x plus pi, c'est, je remplace x par x plus pi, donc ça me donne sinus carré de x plus pi, plus cosinus de 2 fois x plus pi, entre parenthèses.
Donc, le sinus de x plus pi, c'est pareil, vous l'avez normalement vu l'année dernière. Alors, si on ne se souvient plus de la formule, on peut rapidement la retrouver sur le cercle. Donc, si vous avez un x qui se place là sur le cercle trigonométrique, vous allez avoir x plus pi, donc plus un demi-tour, qui va se placer ici. Là, vous avez x plus pi. Et donc, si on regarde les sinus de ces deux nombres-là, on s'aperçoit qu'en fait, ils sont presque les mêmes, ils sont juste opposés. Donc, sinus de x plus pi au carré, ça va être égal à moins sinus x au carré. Et puis cosinus de 2x plus pi, en fait, ça fait cosinus de 2x plus 2pi. Je développe. Alors là, comme tout à l'heure, hein, moins sinus x au carré, ça va donner la même chose que sinus x au carré. Et puis cosinus de 2x plus 2pi, on a vu tout à l'heure que quand on avait un plus 2pi à l'intérieur d'un sinus ou un cosinus, on peut l'enlever puisque la fonction cosinus est périodique de période de pi. Donc ça va être égal à cosinus de 2x. Et donc encore une fois, là je retrouve bien l'expression de f de x. Donc f est périodique de période pi.